Ça commence par vous. On ne peut pas que faire le reproche au gouvernement. Ça commence également par vous. C'est vous qui minorez également les autres sports. Et quand... Ah oui. Donc je vous invite à être le fair play, monsieur Boulou. Le public nous dira à qui il s'adresse. Le président Honoré aussi va peut-être prendre la parole à ce sujet. Eh bien, la question, la problématique de ce tournoi de boxe nous amène inéluctablement à relever le problème des infrastructures au Cameroun. Là, c'est vrai, ce que Marie-Robert relève, il y a un camp de l'unité qui a été rénové. C'est la seule plateforme de développement ou de pratique de boxe au Cameroun, à Yaoundé. Il y a des rings qui ont été achetés et le consultant Thierry Métomo s'étonne quand même de ce que 50 ans après que l'on en soit à applaudir des rings de boxe pour un pays comme le Cameroun, dont on sait qu'il fait souvent des dépenses faramineuses pour des futilités, des vanités. Moi, je pense qu'avant d'incriminer ou alors de soutenir le gouvernement, il faudrait que nous, les responsables de fédération, qu'on se regarde en face. Je crois que nous devons quand même tendre la main aux mécènes et aux entreprises. Regardez par exemple, ailleurs vous avez le stade Arena à Bruxelles, qui est parrainé et construit par une grande assurance qu'on connaît tous. C'est ça. Au Cameroun, on n'a pas encore eu cette culture d'aller vers les mécènes pour voir comment est-ce que ces mécènes peuvent associer leur image aux infrastructures sportives. Ça, c'est un moyen que je souhaite voir développé par les responsables de sport. Monsieur le Président, les mécènes aussi, sans vous couper, disent si on soutient le sport, si on associe notre image aux activités sportives, eh bien, la fiscalisation nous tombe dessus et nous pénalise. Non, je voudrais dire non spontanément. Aujourd'hui, le Cameroun a mis en place un système fiscal qui permet aux mécènes de ne pas être taxés. Ça, c'est vérifié. Des défiscalisations. Tout à fait, c'est vérifié et vérifiable. Non, moi je dis qu'il faudrait que nous, les responsables de sport en Afrique et au Cameroun en particulier, qu'on essaie de travailler dans ce sens, avoir des équipes marketing très fortes pour pouvoir vendre le projet. Le fait que les pays comme le Maroc, l'Algérie excellent aujourd'hui est aussi une culture dans ces pays qui sont proches des vieux pays du continent, c'est-à-dire les pays européens. Il y a une politique de sport qui est établie dans ces pays. J'ai eu la chance de visiter le royaume chérifien. Je dois quand même dire que quand on voit dans quelles conditions les athlètes vivent là-bas, c'est très différent chez nous. Je prends un boxeur. Ils sont semi-professionnels. Parce que nous parlons de la boxe. L'hygiène de vie même, au Maroc. Un boxeur est sûr que quand il est malade, il y a un centre hospitalier qui l'accueille, il ne dépense rien. Il mange matin, midi, soir. Il a des soins. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, ici, après un entraînement, le gars vous prend les bâtons de manœuvre avec le haricot en bord de route. Vous voyez, cette hygiène de vie a fait en sorte que après on prend le gars qui a passé 6 mois au quartier pour le mettre dans une espèce de stage pour une compétition. Entre-temps, il a vécu comment? Il a vécu comment alors que le Marocain passe 12 mois sur 12 à être bien pouponné, à être bien entraîné. C'est un exploit que le Cameroun a réussi à qualifier quand même. Moi je dis c'est un exploit. C'est un exploit et il faut le reconnaître ici pour dire que nos enfants travaillent énormément. C'est ça. Ici, chez nous, ce n'est pas encore ça. Allez faire un tour dans ces pays, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. C'est des pays qui ont une politique. Les athlètes qui ont un niveau international sont pris en charge du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas le cas chez nous. Ils n'ont pas le problème de logement. Ils n'ont pas le problème de santé. Ils n'ont pas le problème de nourriture. Ça, c'est réglé par l'État. Chez nous, c'est le contraire. Je crois que le secrétaire général peut me confirmer cela. Marie-Robert. Ici, les boxeurs, ils sont chez eux. Quand ils sont malades, il faut se battre. Quand il faut manger, il faut se battre. C'est différent. Alors, on va marquer une toute petite pause. Et justement, c'est ce débat sur la fugue des athlètes africains lors des compétitions internationales. C'est juste derrière sur la tribune du sport, sur Vox Africa. Ce sont deux actualités qui, depuis quelques années, vont ensemble. Car à chaque Jeux olympiques, l'on parle de fugue d'athlètes africains. Et l'histoire remonte à plusieurs années. 28. Déjà en 1996, aux Jeux olympiques d'Atlanta, la quasi-totalité de l'équipe zaïroise de basketball s'était évaporée dans la nature. Quelques années plus tard, Jeux d'Ottawa, 2001. Cette fois-ci, le chiffre est encore plus grand. 106 participants, toutes délégations confondues, disparaissent du village olympique. Les fugues se contaminent dès lors comme un virus dans l'air et 10 ans plus tard, l'on enregistre de nouveaux cas de fuite d'athlètes.
20 sportifs de Sierra Leone s'éclipsent à leur tour pendant les Jeux du Commonwealth à Manchester. Mais pour vivre le plus impressionnant, il n'aura fallu attendre qu'1 an, lors des Jeux de Londres, où 300 athlètes ont pris la poudre d'escampette. Devenu un problème généralisé, de nombreux États africains tentent depuis quelques années de le résoudre, mais sans grand succès. Alors championne d'Afrique en titre de taekwondo des moins de 49 kilos, Aminata Mako Traoré, dans une interview, s'exprimait sur ces fugues de Londres. Les athlètes africains sont maltraités, d'où l'idée de toujours penser à aller ailleurs, où le traitement et les conditions de travail peuvent être différents, pour expliquer l'attitude des fugueurs et proposer des pistes de réflexion. Mais rien à faire, en 2013, plusieurs dizaines de sportifs à leur tour ne vont pas retourner dans leur pays. Ah ouais, ça c'est un balayage parfait de Bernard Samael Pom qui nous relève un certain nombre de faits et d'athlètes qui ont fait défection à leur délégation respective lors des compétitions internationales. Et première prise de parole, c'est le président, avant que le consultant ne donne son avis final. Qu'est-ce qui peut justifier donc que les athlètes africains aient toujours en tête de partir, d'avoir la moindre occasion de monter dans l'avion et de ne jamais revenir? C'est simple, c'est le niveau de vie. Chez nous en Afrique, le niveau de vie est très bas, on ne mange pas bien, on ne se soigne pas bien, on ne peut pas s'entraîner comme on veut. Du coup, quand on a la chance de prendre un vol, on arrive dans le vieux continent, on a envie de s'en aller. Et pourquoi les athlètes marocains ne partent pas? Pourquoi les athlètes sud-africains ne partent pas? Parce que chez eux, ils trouvent les infrastructures, ils trouvent les moyens de vie modernes et autres. Honoré aussi, vous les comprenez, ces athlètes qui s'enfuient? Moi, je comprends ces athlètes. Moi, j'ai eu un petit frère dans ma famille qui est allé, je ne citerai pas la fédération en question. Quand il est arrivé en Belgique, il me dit, attends, là où il jouait, c'était le rêve entre le Cameroun et là-bas. Rien que pour l'amour de son sport, il avait envie de rester là-bas. Et comme ça, il est resté dans les conditions piteuses, je dois le dire ici, mais il a préféré ces conditions piteuses du vieux continent, de l'Europe. Que l'enfer du Cameroun. Donc, parce que c'est un enfer, c'est ça? Boni, je voulais quand même dire quelque chose de fondamental. Je pense que, au lieu de poser la question, pourquoi est-ce que les athlètes africains, chaque fois qu'ils vont à l'étranger, rêvent d'y rester, il faudrait que nous pensions faire en sorte que la vie au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso, au Tchad, puisse connaître une évolution. Simplement, si cette évolution-là peut être installée dans nos nations, dans nos pays respectifs, les jeunes ne vont plus avoir envie d'aller. C'est simple, vous avez un Camerounais qui travaille ici, dans notre pays, qui a 700 000 francs de salaire. Quand vous lui dites, va travailler en France pour l'équivalent de 7 000, vous dites non, je suis bien, 700, j'ai ma villa, j'ai ma petite voiture, j'ai ma famille. C'est ça le problème. Mais quand le gars vous dit, j'ai un bac plus 4, je gagne 200 000 ici, vous lui dites, bon, vous aurez 6 fois ce salaire ailleurs, il a envie d'y aller. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, nous devons, nous tous... le micro ouvert, Thierry. Donc, nous tous, nous devons faire des efforts pour que le niveau de vie dans nos pays respectifs puisse connaître une évolution. Si le niveau de vie reste toujours là où il est, c'est sûr et certain que chaque fois que les enfants vont quitter ce pays pour aller pour une compétition, ils vont rester. Ce n'est pas seulement les sportifs. Regardez même dans nos familles. Vous avez un jeune qui fait un petit commerce, il vous dit, je voudrais réunir 1 ou 2 millions pour partir. Partir pourquoi? Parce qu'il se dit, mais ici, c'est pas bien. Non, je suis entièrement d'accord avec le président parce que c'est peut-être des choses que j'ai vécues. Voilà. Je crois qu'à ce moment, on tombe tous d'accord qu'il faut une volonté politique. Vous êtes entraîneur de football, soit dit en passant, oui, ça, il faut une volonté les téléspectateurs le savent. Et vous avez été joueur qui aurait peut-être eu l'occasion de s'en aller aussi. Non, mais vous êtes resté, je ne vais pas cacher. En 2002, pendant la campagne africaine que j'ai eu à faire avec le Tonnerre, au passage... Et vous êtes venu en idée d'y rester, hein? Non, au passage, nous avons perdu 3-4 joueurs. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrivait à Paris pour un stage, on perdait un joueur. Et nous avons fini la compétition avec 13 joueurs. C'est-à-dire sur les 23 qu'on avait, on a fini avec 13 joueurs. Parce que chaque fois, je me rappelle encore ça, je n'oublierai pas aujourd'hui, je peux le dire. Il y a un jeune, je ne citerai pas son nom, quand je l'ai coincé, pratiquement, c'est-à-dire à l'entrée à Orly, il m'a regardé et il s'est presque mis à genoux. Il m'a dit, coach, vraiment, si vous me bloquez ici... Il s'agit de ma vie. C'est ma vie.
j'ai tourné le dos. Sincèrement, j'ai tourné le dos parce que je le comprenais. Mais Thierry, il en est de même d'ailleurs, puisque tout le monde comprend ces athlètes, tout le monde essaie de comprendre dans quelles conditions ils vivent en Afrique. À Londres en 2012, je ne vais pas cacher que j'ai dû donner 50